Bonsoir, bienvenue sur GDR Factory avec Bonsoir. mon collègue de chaque instant, Axel, C'est moi, salut tout le monde, bien qui m'a bonsoir. dit je discutais avec Aurélien, parce que j'ai appris qu'il avait d'autres amis que moi, Axel. Il avait le droit de Super. parler avec d'autres gens que moi, dis donc. C'est fou ça, hein. C'est fou ça. Et il m'a dit je parlais avec Aurélien, et on parlait de rythme dans le jeu de rôle. On s'est dit ah là là, les combats, c'est long, c'est chiant, le rythme, et comment on gère le rythme dans le jeu de rôle, il y a plein de choses à dire Mm. là-dessus. Moi j'ai dit ah bon. Ok, bah vous allez parler, je vais vous écouter. On est parti sur un léger désaccord, puis voilà. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que nous n'étions pas forcément d'accord sur si tout vous en voulez tout cas. entendre parler de rythme dans le jeu de rôle ce soir, bienvenue, C'est ça, venez participer. générique. Bien Et donc le rythme. Effectivement, moi sur le rythme, il y a plein d'idées qui me viennent à l'esprit, parce qu'on gérait le rythme dans une partie de jeu de rôle, c'est vaste, il y a plein de choses importantes. On en a déjà parlé un peu pour, il me semble, moi j'en ai parlé un peu sur l'enquête, dans la vidéo, le guide, enfin les heist, pardon, tout ce qui est voleur et compagnie. Dès qu'on veut voler des choses. Comment tu gères le rythme dans une phase de vol ou de mission, quoi, où tu dois t'infiltrer Mm. dans un bâtiment. J'en ai parlé ça dans le C'est guide du maître, troisième vidéo. Il y a des choses à dire aussi sur le voyage, mais il me semble que le voyage, on en a parlé dans pas mal de vidéos différentes. Mhm. On pourra revenir là-dessus. Et un des totalement. rythmes, dans Jouons avec, on a parlé des points de vie, on a parlé de l'initiative, on a parlé de plein de choses qui tournent autour du combat. Mais c'est vrai qu'après, l'échec, la réussite, mais comment on rythme un bon combat? Est-ce que c'est possible de rythmer un bon combat quand on doit gérer l'attaque, la défense, les PV, les monstres, les stat blocks des monstres? C'est vrai que voilà, c'est une question qu'on peut tout à fait se poser. Et comment fait-on? Quelles sont les options? Comment on peut faire, à part tout balancer et faire juste à pile ou face des combats? Gérer tout ça et les joueurs. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mine de rien. Mm. Pour avoir un bon rythme, en tout cas essayer d'avoir un bon rythme, c'est sûr que c'est pas l'exercice le plus facile en fait en termes de jeu de rôle. Salut Olshad. Bonsoir, bonsoir Olshad. Oui, on a le rythme dans la peau ce soir, parce que c'est le rythme de la nuit. Voilà. Non, non, c'est clair qu'il y a pas mal de trucs. En fait, une fois que tu te poses et que tu regardes un peu tout ce que tu dois gérer en jeu de rôle, et ben en fait, du coup, le rythme, c'est pas si évident à maintenir. Déjà, qu'est-ce que c'est le rythme finalement? Est-ce qu'on parle du rythme du jeu? Est-ce qu'on parle du rythme de la table? Est-ce qu'on parle d'un peu d'un mix des deux? Et on n'a même pas demandé à Aurélien de se présenter. Putain, on est vraiment des salauds. Aurélien, C'est tu peux vrai, te putain, mais présenter? Non, non, mais moi je fais la décoration, y a je pas de suis un souci. très très Non, très mais très mauvais hôte. Alors excusez-moi, je vais me je seppuku viens et de je voir Aurélien, reviens. vu que Donc oui, on a, puisque tu parlais avec Aurélien, ton vrai ami d'en Mais dehors qui c'est? de JDR Factory. Mais oui, mais qui est-il? Tu vois à quel point vicieux. Je l'ai même pas présenté le mépris, tu vois, du gars qui veut pas que t'aies d'autres amis, tu vois. Possessif en plus. Je c'est veux la jalousie. contrôler. Il va En m'effacer au fait. stream. Donc excuse-moi Aurélien, présente-toi, qui es-tu? Dis-moi, pourquoi as-tu volé le cœur d'Axel? Bah, je ne sais pas, non, on s'est bien entendu. Donc ouais, Aurélien des podcasts La Rôlisterie et d'Actual Play sur La Rôlisterie et la Guilde Saint-Georges. On s'est surtout rencontrés quand je vous ai suivi sur les lives et aussi sur le Discord de Scandalicious. Voilà, et donc Carrément. on discute beaucoup JDR là-bas. Et donc Ouais. Donc tu as un podcast, j'ai vu ça, qui parle ouais, de... on fait effectivement des podcasts montés mm, de JDR, enfin Donc de parties de c'est que JDR. du son. C'est que du son. C'est que du Ouais, son. enfin pour les podcasts, c'est que du son. Après, moi, de temps en temps, je fais aussi quelques actual plays sur YouTube avec soit la chaîne de Rue Story, soit la chaîne de la Guilde Saint-Georges. Mais voilà, on fait surtout des podcasts Et c'est quoi montés. votre obédience holistique? En podcast, c'est vraiment, on cherche des petits jeux. On a fait du Tranchon et Tracon, on a fait des jeux qu'on a fait nous aussi, des trois façons de mourir. On a fait pas mal de petits JDR. Et voilà, Sonja et Conan contre les ninjas. On a fait voilà des petits trucs. Et en actual play, par contre, ça va un peu dans tous les sens. Sur la Guilde Saint-Georges, on fait beaucoup de Blades in the Dark.
Voilà. Sinon, Ah, voilà, un peu de tout et n'importe quoi, Grindon Mall, puis des trucs un peu plus connus aussi. Enfin voilà, dans tous les trucs. Moi de mon côté, en tout cas, j'aime beaucoup tester plein de jeux de rôle, donc j'ai tendance à être plutôt partisan du one shot. Mais voilà, d'accord. Donc le touche-à-tout, qui n'a c'est peur de ça un peu. rien. Mm. Si, tu as Avec- peur des choses. Non, 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 non. Enfin, j'avoue que j'ai tendance à être curieux pour beaucoup de choses, un peu de façon naïve, comme me disent certains de mes joueurs ou MJ. Mais par contre, c'est vrai que j'ai tendance peut-être à être, si jamais ça va vraiment trop dans le trop violent culte ou ce genre de choses, j'ai jamais trop été curieux par rapport à ça, par exemple. Mais sinon, ouais, pour le reste de JDR, pas de souci. Mais culte, c'est rien, c'est gentil, culte. Je sais pas. C'est comme ça que je l'aurais défini, mais chacun Si, son si, truc. si, Hein. si, si. C'est un jeu doux, un jeu qui croque sous la dent, c'est formidable. C'est Exactement. ça. Non, mais je trouve personne qui veut jouer avec moi à culte un jour, peut-être. Bah, Aurélien? Ah non, pardon. Mais non, Le mec a non, pas écouté du tout. je te rassure, culte, oui, c'est un jeu où il est bien d'étaler des viscères et de l'horreur un peu partout. Ouais. Ouais. C'est sûr. J'ai cru comprendre. Donc, Ok, après cette introduction magnifique, Mm. Aurélien, nous sommes ouais. ravis de t'avoir ici. Je vais Je donc suis ravi d'être là. relancer la balle. Donc, le rythme, Axel. Yes. Pardon, non, je voulais te faire laisser un gros blanc parce que ça me faisait plaisir. Le rythme, du coup, en partie, pardon, on va commencer par un contexte un petit peu général, un peu le rythme en partie, comment on peut rythmer une partie de JDR, tout ce qu'il y a à gérer, tout ce qu'il y a, entre guillemets, un peu à faire, tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, on va évidemment faire un bon focus sur le combat parce que c'est l'origine de notre discussion avec Aurélien qui me disait non, mais les combats longs, c'est super, on peut mettre du rythme et tout. Moi, je suis en mode non, je m'ennuie et tout, je dors. Je suis pas du tout biaisé comme garçon en plus, c'est beau. Et donc, du coup, on va partir un peu sur le rythme en partie. Euh, je vais te poser une question tout de suite, Aurélien. Comment tu gères ton rythme en partie, notamment sur des one-shots, vu que tu as dit que tu en faisais beaucoup. Est-ce que tu as des méthodes pour gérer ton rythme? Ça, c'est, en fait, ça dépend vraiment des systèmes de jeu. Il y a souvent les joueurs ont soit ils aiment l'univers, soit ils aiment le système, soit ils aiment les deux. C'est vrai que j'ai tendance moi à vraiment me baser sur ce qui va m'intéresser dans le système et l'optimiser. Donc c'est sûr que si jamais on est sur un jeu de rôle qui est plutôt orienté sur de la narration, bon bah ça va être très simple, une phrase, un GD et c'est bon. Si c'est plus un jeu de rôle qui va être vers du simulationnisme ou je sais pas, voilà, plus pour mettre du challenge et de la complexité, du Z-Corps par exemple, là effectivement je vais plus m'orienter vers ben, rythmer mais par contre il faut vraiment aussi challenger les joueurs. Il faut pas les laisser poireauter pendant 2 ans à se dire bon alors qu'est-ce que tu fais? C'est tout de suite il faut être dans l'action pour justement dynamiser tout. Ok. Donc un peu, quand tu commences des parties, est-ce que tu commences souvent in media res ou est-ce que tu as tendance à partir sur des scènes d'exposition et à mettre du rythme après? Encore une fois, ça va dépendre du JDR. Il y a Olshad effectivement dans le chat qui dit qu'il a fait effectivement du Feng Shui chez nous. Feng Shui, c'était JDR d'action. Donc on a commencé direct ou après la petite introduction du contexte, on a commencé avec un combat. Si effectivement on va plus faire des jeux de rôle comme du Green Dawn Mall où c'est vraiment le combat n'est pas là pour ça, bah on va plus aller dans de la découverte et ce genre de choses. Ok, d'accord. Ok, ok. Pour ce que je viens de dire Feng au Shui, début. c'est le jeu où, hyper narratif où tu stacks des dés à chaque fois que tu utilises des. Euh, c'est pas celui où tu rajoutes des dés à chaque fois que tu rajoutes des adjectifs dans ton coup. C'est Wushu, ça c'est Ah, c'est Wushu qui Wushu, fait je ça. crois. Ah, Ouais. pardon, je confonds avec Wushu. Wushu. Mais Excusez-moi. Feng Shui, il fait un peu penser, effectivement, c'est très dynamique sur les actions que tu vas faire, et selon le type d'action, tu auras plus ou moins de poules de dés, et le but c'est vraiment d'aller dans de la description et voilà, dans du combat à la Matrix, mais avec juste quelques dés, t'as pas besoin d'avoir 10 000 compétences. Ok. Ok. Euh, pour revenir juste rapidement, in media res, c'est le début dans l'action directement. C'est dans une scène d'action. On laisse pas de scène d'exposition justement. On balance vraiment les personnages en mode ok, il y a une voiture qui te fonce dessus, quoi, par exemple. Tu sais Euh, quel est le roman le plus connu qui fait du Emidares? Maman Culture. non, Attends, je l'ai Factory. non, dis-moi Les Trois quel est le moment. Mousquetaires. D'accord, ok. Les romans de Dumas commencent comme ça, c'est D'Artagnan qui commence à foutre des pains. C'est le début des Trois Mousquetaires avant qu'on commence à le présenter et à ce qu'il ait une histoire. Ok, d'accord. Ok.
Très bien. Moi j'aime bien, au niveau du rythme de la partie, je sais pas ce que t'en penses, Matt, ou ce que t'en penses, Aurélien. J'aime bien quand le rythme il va crescendo. J'aime bien commencer tranquillement, même sur un one shot, avoir une scène d'exposition, puis une rupture avec un élément déclencheur, et en fait envoyer des, notamment sur les one shots ou sur les parties un peu courtes, parce que moi je joue beaucoup en burst, donc sur des 3 à 5 parties d'affilée, monter en rythme et monter en enjeu en fait, y aller crescendo, c'est-à-dire on va mettre une première rupture, une première péripétie, on va éventuellement se reposer un peu, avoir une deuxième péripétie d'un autre type, ça peut être du social, ça peut être évidemment de l'action pure. Et puis en fait, les enjeux vont augmenter au fur et à mesure. Moi, le but, en fait, en termes de rythme, c'est vraiment de monter. C'est comme si j'avais une petite échelle comme ça et que je montais d'un cran à chaque fois. C'est-à-dire que la première péripétie, par exemple, ça va être bah, on te vole ta bourse. La deuxième péripétie, bah, c'est il y a un enlèvement ou alors il y a un complot contre toi et tu es en pleine phase politique, etc. Et comme ça, le rythme et en tout cas les enjeux vont monter, pardon. Matt, t'as des manières de faire, toi, un peu, des petits gimmicks que tu utilises souvent? Je dois t'avouer que moi, le rythme, ça dépend vraiment beaucoup de la mécanique en fait. C'est-à-dire que Ok. avec un PBTA, Ouais. moi j'ai les mécaniques où je me sens le plus à l'aise et je sais que c'est ceux où je peux rythmer le rythme le mieux possible quoi. C'est-à-dire que c'est comme un jet de dés comprend pas mal de choses et font toujours avancer l'histoire. Ton histoire est toujours en mouvement. Et c'est un système qui, je trouve, a tendance à libérer les joueurs et donc leur permettre de jamais avoir des analyses paralysis, qui est quand même un des gros écueils dans tous les jeux, que ce soit du combat ou ailleurs, quand les joueurs bloquent et veulent absolument trouver le truc là, pour pas se faire avoir par le MJ. Ce qui est une des réactions qu'on a souvent dans un jeu de rôle plus classique. Et dans les PBTA, comme tu te rends compte que de toute façon l'histoire avancera pas si tu fais rien, les joueurs jouent et donc il se passe des choses. Et donc tant que tu leur envoies des choses, ton histoire elle avance. Et puis après, c'est facile dans les actions, je trouve, d'orienter la narration pour quand ça se termine, bam, ça se termine. Enfin, moi, arriver à faire des one-shots avec du PBTA, je trouve que c'est un des trucs les plus, enfin, où je me sens le plus à l'aise, quoi. Et tout ce que j'ai appris avec le PBTA, j'ai essayé de le remettre dans des jeux plus classiques, donc par exemple comme Donjons et Dragons. Et j'y arrive de temps en temps, en essayant à certains moments de faire des cassures de rythme, de faire des cliffhangers. Je m'entraîne à essayer de faire des cliffhangers à DD en ce moment. Mais il y a quand même des moments où quand le jeu de rôle, potentiellement le jeu peut te tuer, il est là, il te le dit, il y a ce danger qui est là, les joueurs vont réfléchir, vont se poser des questions. Et pendant longtemps, pour moi, ces longues réflexions, ces longs moments où les joueurs se prennent la tête sur les plans, etc., en tant qu'MV, ça me faisait chier, je trouvais que c'était une perte de rythme. Et un jour, j'ai joué à Rêve de Dragon, c'est quand même pas le jeu le connu pour être le plus, tu vois, actif, j'étais joueur, mais je me suis retrouvé avec une table avec des gars qui faisaient du RP, mais alors à un niveau comme jamais vu dans ma vie. Et en gros, on a dû passer genre 3 heures dans une auberge, mais j'ai kiffé parce que bah, juste, c'était drôle, les joueurs, il y avait du spectacle autour de la table. Et le rythme, techniquement, si tu le prends pur et dur dans qu'est-ce qui se passe dans l'aventure, il était nul à chier, il y avait rien, il n'y avait pas de rythme, on n'a jamais bougé de cette putain d'auberge, quoi. On a testé tous les plats de la carte, enfin tu vois, et juste parce que, et le MJ, il nous envoyait juste les serveurs, le cuisinier, et nous on faisait juste le roleplay autour de ça. Et on s'est amusé. Donc, le rythme, c'est quelque chose qui est vraiment tricky parce que autour de la table, du système de jeu et de l'attente des joueurs, il y a des joueurs qui peuvent vraiment aimer des moments où ils vont passer 15 ans à faire des plans et pas jeter de dés. Et enfin, c'est pour ça que c'est. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le rythme? Et donc, quand on décide d'obtenir quelque chose avec le rythme, quel outil on a? Et tous les systèmes se valent pas, je trouve, pour ça. Tu veux dire qu'on n'est pas obligé d'être à 100 à l'heure tout le temps? Non. Et est-ce que ça peut être je vais poser la question, Aurélien, est-ce que ça peut être contre-productif d'être à un rythme effréné tout le temps en partie? Bah, j'avoue que j'ai jamais eu l'occasion effectivement d'avoir un rythme trop speed dans une partie, mais c'est une bonne question. Est-ce que on risque d'y perdre quelque chose? Je pense que ça dépend vraiment de ce que l'on veut amener dans la partie. Si c'est pour avoir, tu fais un scénario Mission Impossible, là c'est clair que ça doit être génial. Justement, et d'avoir une pause, un moment, si tu fais un rythme effréné, la pause tu la savoures. Donc je pense que là ça match. Mais sinon, je pense que c'est contre-productif peut-être. Parce que bah, tu profites moins et surtout c'est mettre la pression à tout le monde. Ce que dit Matt, c'est vraiment bien. C'est effectivement le fait que tout dépend des joueurs, du système et de ce que les gens attendent surtout. Faut que tout le monde à la table soit d'accord là-dessus. Et donc, Ok, ouais, justement, ouais, je suis complètement d'accord. puisque on a l'air d'être d'accord sur ça, c'est bien, c'est une bonne base. Mais maintenant, la question, c'est quand on veut atteindre tel ou tel rythme, moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez comme outil, quoi?
Quand vous voulez faire une longue scène de description, d'ambiance, parce que c'est pas exactement que dans la vie, t'as justement même la lenteur. Quels sont d'après vous les meilleurs outils? Comment vous en sortez selon le système? Ou au contraire, quand vous voulez faire des trucs hyper rapides, hyper rythmés en combat, comment vous vous y prenez? Enfin, moi, tout ça, j'aimerais bien qu'on explore ces zones-là, parce qu'il y a la vitesse, mais il y a aussi la lenteur. Je trouve que la lenteur, c'est assez dur à gérer pour pas qu'on se fasse chier enfin, encore une fois, il y a des joueurs qui adorent se regarder dans le blanc des yeux pendant des heures et faire des plans. Moi, quand je suis MJ, il y a des moments où je suis allé j'ai envie d'envoyer des ninjas, tu vois, voilà, et bon, c'est pour ça que j'aime bien les jeux qui accélèrent ce genre de trucs, comme par exemple Blood in the Dark City Outlaws. voilà, J'allais en parler. Dusk City Outlaw, donc les deux jeux dont je parlais sur le guide du maître 3 là, qui sont des jeux qui gèrent de manière différente pour que les plans soient cool, fassent partie du jeu et que ça accélère le rythme. Mais qu'est-ce que vous avez vous comme outil cool quoi, et pour quelle situation? Déjà, moi j'ai envie de dire que je trouve que poser un rythme lent, c'est plus facile et ça repose moins sur le jeu et sur la mécanique. Je trouve que si tu veux ralentir ton rythme, eh ben, c'est facile, tu fais comme tu es en train de faire maintenant. Tu vas, en tant que MJ, poser ta voix. Effectivement, te lancer dans une description, faire parler un PNJ qui va être un peu plus calme qu'un PNJ énervé comme ça qui vient te voir parce qu'il faut qu'elle aille vite, etc., etc. Donc le jeu du MJ peut vachement rythmer la partie déjà. C'est-à-dire que tout de suite, en fonction du PNJ que tu sors, eh ben, tu sais ce que tu veux mettre finalement. Tu sais que si tu mets un mec qui est sur une pile de 220, et ben tu sais que tu veux mettre un peu forcer la pression à tes joueurs ou les faire accélérer, leur faire des choix, etc. Alors qu'un PNJ un peu bonhomme qui va qu'est-ce que je peux vous servir, et bien c'est pas la même chose si on a ce genre d'aubergiste en face. Sur un rythme un peu rapide, tu le disais par exemple pour les phases de plan, moi j'ai beaucoup aimé la solution de Dusk City Outlaws. Pour rappeler pour ceux qui n'ont pas vu nos précédentes vidéos, Dusk City Outlaws, comment ça se passe en fait, c'est une alternance de phases. Et pour les phases de plan, c'est simple, c'est chronométré. Vous avez 15 minutes Réel, pour hein. parler de votre plan. 15 minutes de réel, de jeu autour de la table. On met le chrono, t'as 15 minutes quoi. Exactement. Et donc en 15 minutes, bah, en fait, ça oblige les joueurs à éviter de palabrer, parce que sinon tu finis pas ton plan. Et si tu finis pas ton plan, bah tant pis. T'es obligé d'y aller à l'impro en fait, finalement, sur la scène d'après, ou de reprendre une scène de plan et une scène de, enfin oui c'est ça, une scène d'élaboration, mais auquel cas en fait tu te coupes tes scènes d'action et tes scènes de préparation. Et donc tu te mets dans la merde pour la suite de ton aventure en fait. Pour préciser, en fait, les scénars de City Outlaw, c'est toujours des scénars à timer, c'est-à-dire vous avez 3 jours pour réussir la mission, 4 jours pour réussir la mission, et chaque quart d'heure de plan, c'est une demi-journée dans le jeu. Donc si tu décides de prendre une demi-heure, t'as cramé une journée sur les 4 jours qu'il y a avant que la mission soit plus possible de faire parce que ta cible s'est barrée, parce que l'exposition avec le masque doré magnifique que tu dois voler vient de s'arrêter et le bijou est parti dans une autre ville. Donc t'as 3 jours pour la préparer. Combien de quarts d'heure t'acceptes de blabla avant d'agir pour faire des repérages, pour placer, je sais pas, des indices, pickpocketer un vêtement de garde ou une invitation pour pouvoir être là le soir même. C'est des moments où tu peux pas parler, c'est des choses que tu fais en action et ça prend des demi-journées. Et c'est timé comme ça en demi-journée. Et ce système, bah, ça s'adapte à tous les jeux de rôle pour le coup. Cette mécanique, elle est simple, elle s'implémente un peu partout quoi. Donc ça c'est pour les haste, mais Aurélien, Ouais. vous parliez des combats, est-ce que vous avez donc... Après, ce qu'il y a, c'est que là-dessus, ok, pour cette gestion de timing, ça permet effectivement de cadrer les joueurs, mais je trouve qu'il y a, enfin, il y a clairement l'idée de, t'as beau toi-même imposer un rythme, t'as beau même effectivement ralentir ou accélérer tes PNJ, accélérer ce qui va dynamiser ce qui va arriver. 80% du rythme, ça va être les joueurs. T'as beau essayer de cadrer ça, si les joueurs ils se dispersent, si les joueurs ils font trop de RP, comme t'en parlais dans une auberge, ça peut être intéressant, mais cette chose-là, c'est clairement, ça vient aussi des joueurs, le metagame qui va être fait autour. Et ça, c'est des choses qui vont se faire. Ben, ça dépend de si tu fais ça en ligne ou si tu fais ça IRL déjà. En ligne, les gens, ils ont tendance à se disperser en allant sur Internet à côté ou autre. T'as pas le même rythme. IRL, ben, des fois, les gens, ils peuvent sortir leur portable aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'il n'y a pas forcément que le système ou ce genre de tips. Donc, quels sont les guides? Ben, déjà, c'est juste de bien tous s'entendre et se respecter autour de la table, une première chose, mais des fois, c'est pas forcément évident, surtout si on découvre des nouveaux joueurs. Et puis ça peut varier d'une partie à l'autre aussi. Seb parlait de contrat social, c'est vrai, mais pour rebondir là-dessus, nous à la fin, quand on faisait du JDR avec les copains en vrai, c'était des moments où on se retrouvait pour
discuter en fait. On voulait plus vraiment faire du JDR, on voulait être ensemble. Donc le Mhm. JDR était un prétexte. Et donc effectivement, ça peut nuire au rythme, quoi. C'est sûr. Puis après, en termes de tips, ça va être vraiment, pas forcément que au niveau des combats, mais même au niveau des descriptions de certaines scènes, d'orienter un peu le jeu pour que ce soit effectivement de la narration, soit mettre des enjeux pour que les joueurs n'aient pas envie d'attendre la suite de la description, qu'ils aient tout de suite besoin de pouvoir agir et qu'il y a un rythme qui arrive ou pas selon ce qui est amené. Ça, c'est vraiment la principale chose que je fais dans mes descriptions quand je suis MJ. C'est pour arriver à gérer la partie où moi je parle, la partie où les joueurs parlent et la partie où on parle tous les deux. Ça va être vraiment d'arriver à glisser dans ce que moi je vais dire en termes de soit description, soit PNJ, les enjeux qu'il peut y avoir ou les challenges qu'il va y avoir à réaliser. Tu veux C'est dire que clair. tes Ouais, PNJ j'utilise une métaphore, mais elles sont les passeurs de plats? C'est-à-dire, ils sont là pour tout de suite provoquer la suite de l'aventure ou Ça peut être le cas, ouais. Ça peut être le cas. Après, c'est vrai que moi, de mon côté, je fais très peu de PBTA. Donc, la narration, elle est motorisée par ce que j'amène en plus que ce que peut amener un PBTA, où là, c'est les joueurs qui vont, avec leur dés, ramener des choses en plus. Enfin, de l'image que j'ai du PBTA. oui, c'est bah, pas mais exactement après, ça, c'est-à-dire que bah, c'est-à-dire que les joueurs apportent beaucoup. Les dés ne sont là que pour voir ce que les joueurs, Mhm. les joueurs sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, ils agissent, et après, c'est quand même un jeu de rôle classique. Tu lances les dés après que les joueurs Oui, aient décidé de faire ce que tu voulais. Et oui, les oui. dés disent juste si ça se passe comme les joueurs le veulent, ou Mhm. si la narration va plus dans les mains du MJ, et si Mhm. le S'il y MJ a des complications. doit compliquer les choses. Mais techniquement, Mhm. c'est comme un jeu de rôle normal, hein. Il te pose une Oui, oui, situation, oui. et il dit qu'est-ce que tu fais, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Mais donc Ça. vous aviez une discussion, un débat sur le ouais, combat. Alors sur le- pourquoi? C'était quoi vos arguments? C'était quoi votre problématique sur le combat pour pousser à avoir, pour parler du rythme dans le combat? Bah, en fait, le rythme en combat, c'est quand même un truc où je trouve que ça peut être des moments où le jeu s'enlise. C'est mon point de vue. Avec une mécanique. Je vois la tête de je sens le. Non, c'est pas vrai ce qu'il dit. Et en fait, moi je trouve que c'est des moments où le rythme peut complètement s'enliser. Alors, c'est pas une fin en soi, c'est pas Mhm. obligatoire, mais il y a des fois, j'ai eu des sessions de jeux de rôle. Je ne reparlerai pas de ceux dont j'ai déjà parlé parce qu'on va dire encore que je tape toujours sur les mêmes. Mais où, quand tu passes 1h30, 2 heures en combat, perso, moi ça me perd et tu t'es sûr que pour la fin de la séance, t'es cuit, je suis plus là, quoi. Je suis hyper passif, quoi. Ah, à la base, la discussion elle est partie surtout d'Olshad, de Die Story, qui critiquait Feng Shui. Enfin, qui critiquait, il a aimé les parties qu'il faisait, mais il trouvait que les combats étaient trop longs dans Feng Shui. Et là-dessus, moi j'ai un peu réagi parce que bon, c'est un jeu de rôle qui est fait pour les combats. C'est clairement dans le livre, ça dit les joueurs, vous les amenez d'un combat à un autre. C'est ça. Donc forcément, il a été réfléchi et dynamisé pour les combats. Après, dire que c'est trop long, ça dépend justement, comme on dit, on maîtrise les joueurs, on maîtrise le rythme qui va avec. Euh, on a rebondi là-dessus, effectivement, sur cette discussion, parce que moi, par exemple, j'ai d'excellents souvenirs de combats. Encore une fois, bon, j'en parlais sur le Discord, c'était d'une partie à Z-Corps qui s'est fait entre deux joueurs. Le combat a duré 1h30, on était 5 autour de la table, c'est que entre deux joueurs, et on était tous à fond, limite on sortait le popcorn, et vraiment on s'est régalé, parce que, parce que ce qui était vraiment intéressant dans ce combat-là, c'était la difficulté, c'est deux humains classiques dans une voiture qui n'ont pas d'armes et qui doivent s'affronter voilà, parce qu'il y avait un enjeu terrible. Et là-dessus, le moindre dé, bah, c'est t'avances millimètre par millimètre. T'essayes et surtout que tu sais que les autres joueurs, les autres personnages des autres joueurs arrivent dans une autre voiture et risquent de voir ce qui s'est passé. Donc il faut tout de suite réagir. Et il y avait une pression à la table qui était folle. Et ça, c'était grâce à la narration et au système. Parce que, ben, effectivement, c'est pas juste en un lancer de dés, c'est bon, t'as battu l'autre et c'est résolu. Et c'est ce genre de combat-là qui peut m'intéresser, où tu peux effectivement tirer sur la longueur, mais garder du rythme quand même, parce que bah, il y a une pression qui vient à côté. Ouais, donc les enjeux, ça, après je voudrais bien que tu détailles, parce que moi je connais pas du tout
le système de Feng Shui, je veux bien un petit détail pour comprendre en quoi il t'a aidé. Mais tu viens de Mhm. dire une chose très juste, c'est les enjeux. C'est-à-dire que Mhm. si l'enjeu c'est juste de péter la gueule du mec d'en face, c'est un enjeu qui est parfois répétitif. Ça marche une fois, mais quand c'est toujours que ça devient compliqué. Alors que si l'enjeu c'est lequel va mettre les mains sur la puce secrète avec les codes qui permettent d'accéder à l'ordinateur du Pentagone, et que cette puce qui devient une sorte de MacGuffin et qui va sauter d'un joueur à l'autre, tomber dans un trou, passer par la fenêtre et où tu combats et en même temps tu essaies de l'attraper, il y a un enjeu où le combat fait partie de la scène, mais c'est pas le plus important. Et j'imagine que c'est ça qui doit beaucoup aider à rendre ton rythme ou tes jets de Mhm. dés importants, prégnants, et où c'est pas juste d'aller étaler l'autre, quoi. Totalement, totalement. Bah, là, c'était surtout pour le combat qui a été très long, c'était sur du Z-Corps. Mais oui, effectivement, a une logique qui est basée sur la piste d'initiative. Alors, c'est vrai que habituellement, les jets d'initiative, c'est les trucs qui ralentissent les combats, on est tous d'accord. Mais là, c'est vraiment une piste sur laquelle, petit à petit, on va avancer. Et selon l'action que tu vas faire, tu vas prendre plus ou moins de temps et donc bah, dépasser ou pouvoir faire plusieurs actions avant que ce soit un autre personnage de jouer. Ce qui permet de vraiment te dire, bon là, est-ce que mon personnage, il va faire un petit déplacement et l'attaquer, ou est-ce qu'il va faire un gros move classe? Et selon les décisions que tu vas faire avec ta description de je fais un petit saut ou je fais une grosse attaque, bah tu vas avoir plus ou moins de puissance et c'est comme ça que tu vas arriver à avoir un combat qui s'enchaîne où on n'est pas à faire attaque, contre-attaque, défense, blessure. C'est vraiment, tout est dynamisé pour juste, tu dis, ok, on suit la piste d'initiative, tiens, c'est telle personne, ok, je prends 2 cases pour l'attaquer, ok, tu fais, enfin, en décrivant bien, parce que c'est censé être cinématographique ce qu'on fait. On est vraiment poussé à décrire de façon classe les choses pour être comme dans un film hongkongais. Donc Feng Shui est vraiment bien balèze pour ça. Pour Z-Corp, Et, c'était vraiment du action, compétence, enfin carac, compétence, c'est plutôt classique par contre. et l'enjeu de votre baston, c'était quoi? C'était d'étaler l'autre, ou il y Euh, avait autre chose justement pour le... ah, alors ça, bah, je posterai le lien dans le chat parce que c'est un des joueurs qui a participé à ce combat a enregistré un souvenir rôliste de Balkan sur cette partie justement pour décrire un peu l'ambiance qu'il y a eu. En fait, c'était deux survivants en toute fin de campagne et l'un des deux s'est trouvé être un traître en quelque sorte. Je résume, c'est mieux d'écouter le souvenir. Et d'un coup, ils se sont mis à devoir, celui qui était le traître s'est dit merde, il faut que je réagisse. Il a voulu sortir son arme, tirer sur l'autre pendant que l'autre conduisait la voiture. Sauf que échec critique sur le dé, l'arme est enrayée. Ils sont, bon, désolé, sans rancune. Bah non, l'autre, il a arrêté la voiture. Ils ont commencé à se battre, sachant qu'il y avait les autres joueurs qui étaient dans une voiture derrière, bien plus loin, et qui risquaient d'arriver et de savoir que c'était le trait, tout ça. Enfin, il y avait une grosse ambiance là-dessus. Le combat a duré comme ça, essayer de s'attraper, se tirer, sortir de la voiture. En dehors de la voiture, ils ont réussi à. Il y en a un qui a pris un caillou, qui a tapé sur l'autre, et qui a fini par le mordre au bras pour faire comme s'il a été mordu par un zombie, et pour montrer que c'est pas lui le traître, en fait, que le combat, il est initié parce que lui a voulu le mordre. Euh, et donc l'enjeu, c'était le tout, c'était pour un, d'effectivement que personne ne sache que c'était le traître, et pour l'autre, de sauver sa vie et de le dire aux autres plus tard que c'est le traître. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça, c'est un combat c'est un climax en fait. C'est une Mhm. scène de dingue où tu arrives au bout de la tension, etc. Et Mhm. effectivement, je vais avoir plus tendance à avoir envie de passer plus de temps sur ce genre de combat. Mhm. C'est-à-dire que battre des péons, j'ai envie que ça se fasse vite, tu vois, on va dire. Bah oui. Se battre pour récupérer, je sais pas, un trésor, etc. Effectivement, dévoiler qui est le traître, ouais, je vais avoir envie de passer du temps parce que, effectivement, c'est une scène qui est hyper importante. Et là où tu as raison, je te rejoins, c'est que le régler en un jet, tu vas peut-être avoir l'impression de dire, bon, c'est vraiment, vraiment lié au hasard et pas forcément à ce que j'ai décidé de faire ou à la mécanique du perso finalement. Mais parce que Mais c'était du ouais, PVP, c'est ça aussi qui met du... Ce qui est exactement. quand même assez rare. Accepter le PVP, vivre le PVP, l'écrasante majorité des jeux de rôle proposent très rarement du PVP. Mhm. Et là, c'était une fin de campagne, donc j'imagine que comme vous étiez sur soit un one-shot, soit sur un burst, enfin, ou s'il y en avait un qui crevait, c'était pas la fin du monde, quoi, ça faisait partie du Mhm. climax. Mhm. Alors que bon, faire du PVP en early campagne, et il y en a un qui crève, ça peut foutre voilà. Ça, c'est sûr. Et donc, j'imagine que le fait que ce soit un PVP, oui, je comprends que t'aies pas envie qu'en un seul jet de dés, la vie ou la mort d'un des joueurs soit décidée comme ça, quoi. Mhm.
Après, oui, effectivement, c'est particulier. À chaque fois, je ressors celui-là parce qu'il a été long et effectivement, c'est celui où on veut s'attarder. Mais il y a des combats, j'ai des souvenirs de combats à Vermine où c'était tendu parce que c'est justement là la dangerosité du système, de te dire bah, la moindre fléchette compte, la moindre balle compte. Et donc, tu es ultra stratégique, ultra dans la recherche. Et le combat a vraiment une importance particulière, en tout cas pour les joueurs et pour la table, parce que ben, on veut pas juste dire, bon, ben, on les attaque par derrière, hop, on lance un dé, c'est bon, c'est gagné. Ouais, c'est clair. Ah non, mais t'as raison. En fait, quand il y a beaucoup de tension sur une scène, c'est vrai que ça peut être même dur à vivre pour les joueurs de le régler en un jet de dés. Parce qu'effectivement, t'es en mode, ok, d'accord, bah j'ai pas eu Mm. de chance, c'est ballot et tant pis quoi. Euh, je vais revenir sur les types de combats. Donc, on parlait du combat de climax, on va dire le combat d'entraînement pour tester ces trucs. On a envie qu'il aille vite aussi quand tu crées ton perso. Ton combat de, pas d'entraînement, mais de découverte du système aussi. Tu veux que ça aille Mhm. vite, tu veux que ce soit plus dynamique. En fait, il faut vraiment choisir les combats qu'on va rallonger et rythmer. Et on va choisir comment on les rythme. Et donc, il faut essayer de définir les objectifs narratifs derrière le combat. Matt en parlait un peu plus tôt. Ouais, le combat, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on veut faire derrière. Je veux pas me battre pour me battre. Me battre pour me battre, c'est peut-être le moment où tu vas le plus me perdre en fait en jeu de rôle. Je Mhm. m'en fous de me castagner, même si de temps en temps ça fait du bien. Mais il faut bien définir l'objectif derrière le combat. Mais tu vois, pour Souvent c'est un... le combat de test dont tu parles, il y a un outil tout simple, je veux dire, qui a déjà été conseillé, j'imagine, par des milliers de MJ, mais c'est que techniquement, l'opposition, elle n'est pas censée rester jusqu'à ce qu'elle tombe à 0 point de vie, quoi. C'est-à-dire que surtout dans ton combat de base classique, t'es dans une auberge, vous êtes bourré, vous vous tapez avec des malandrins, etc. Les mecs ils ont perdu 3-4 points de vie, ils se cassent quoi, ils abandonnent, ils en ont marre de se prendre des pains dans la tronche. Et donc tu peux couper un combat plutôt comme ça, si tu Mhm. veux. Complètement. Complètement, ça fait partie des astuces moi que j'utilise beaucoup, c'est que mes combats en général ils ont un nombre de rounds de fixe. Alors quand on en a discuté avec Aurélien, je parlais de 3 rounds, Mhm. mais ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 10 si vraiment tu as envie d'aller jusqu'au bout. Mais en fait ça te permet d'avoir une bonne, une bonne vision de la dynamique du combat. C'est-à-dire que en plus je trouve que dans la plupart des systèmes un peu touffus, un peu euh, habituels, un peu classique, en fait, il y a un effet boule de neige dans les combats. C'est-à-dire que quand tu commences à gagner, tu gagnes très fort, et quand tu commences à perdre, tu perds très fort, et c'est très difficile de renverser la tendance. Pareil, j'en discutais et je prenais l'exemple de L5RV3. Quand tu commences à prendre un coup, en fait, tu prends tellement de malus que c'est quasiment impossible de retoucher ta cible et de faire quoi que ce soit. Donc c'est vrai que moi j'aime bien avoir un nombre de rounds de fixe que tu peux annoncer ou non aux joueurs d'ailleurs. Et du coup, ça va te permettre d'avoir des solutions différentes. Soit effectivement tout le monde ne meurt pas, soit tout le monde se sépare en mode ouais, je m'enfuis parce qu'en fait j'en ai pris trop plein la tronche. Mais en fait, ça permet vraiment de rythmer selon le bon vouloir en fait le nombre de rounds, je trouve. Après, là, on discute beaucoup pour tous ces systèmes. Effectivement, on essaye voilà, de mettre un but au-delà du combat. Mais pour ceux qui, le but justement, c'est le combat. Ceux qui vont optimiser leur personnage pour le combat. Ceux, par exemple, un exemple de ce que je me rappelle du lycée quand je faisais du DD3 ou DD3.5. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être le plus balèze au combat. Donc, du coup, j'optimisais à fond pour ça et je cherchais les combats. Là, enfin, t'es obligé du coup de gérer ton rythme et tes combats différemment. C'est clair. Et comment tu fais du coup quand tu as une multiplication de combats comme ça pour continuer à les garder ou à les trouver intéressants finalement? Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est quand t'enchaînes, en fait, quand t'enchaînes les combats, au bout d'un Mhm. moment, est-ce que t'en venais pas à faire toujours les mêmes combos, dire bah je tape ou j'utilise, je sais pas, l'assaut magique plus l'assaut magique vert, etc. Et ensuite je lui casse sa gueule. Est-ce que ça Bah, finissait pas? clairement, ça dépend des joueurs. Moi, je me rappelle Ouais. qu'on cherchait beaucoup à s'amuser justement dans les descriptions. Je me rappelle qu'avoir vu une vidéo du bon MJ qui en parlait il y a pas longtemps, enfin, quand j'ai vu la vidéo, elle était peut-être vieille, mais qui conseillait effectivement pour les combats, même si c'est juste un jet d'épée, bah, à chaque fois, à chaque jet d'épée, de préciser, bon, bah, cette fois, j'essaye une estoc, cette fois, je tourne sur moi-même. Et juste d'amener ces petites descriptions, ça va amener d'autres descriptions derrière, et ça va rendre des combats qui sont de plus en plus intéressants parce que, bah, effectivement, tu fais évoluer tes combats.
pour le fait de passer d'un combat à un autre et de le rendre toujours intéressant, ça, j'avoue, je suis plus trop partisan de faire des longs combats et trop de longs combats. Pour moi, c'est effectivement, s'il y a un long combat, il faut qu'il y en ait qu'un seul, quoi. C'est vraiment, ça peut pas être trop. Ok. Ouais, maintenant tu doses plus qu'avant. Et puis après, on a évidemment, je pense, tous changé dans nos pratiques, mais du coup, tu Mm. doses plus tes phases, quoi. Ouais, Ok. totalement. Et donc, tu préfères, enfin, on va finir en tu préfères plusieurs combats un peu courts et qui s'enchaînent, ou tu préfères avoir des phases autres et un long combat où tu te dis, ok, celui-là on se donne et on met le rythme qu'on veut, etc. Bah, je vais redonner ma réponse du début, hein, ça dépend du système et du Non, jeu. vraiment, Mais système équivalent, enfin, si jamais je devais faire qu'un système combat, c'est clair que moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est d'avoir un gros combat qui effectivement permet d'avoir de la place ailleurs pour avoir d'autres choses. Et voilà, ton combat, c'est un feu d'artifice, quoi. Plutôt que d'avoir plein de petits combats. Et enfin, voilà, au bout d'un moment, c'est usant et c'est pas forcément ce qui apporte le plus. Après, ok. on parle de combat, mais on parle de combat physique. Mais est-ce que voilà, une joute orale ou ce genre de choses, ça marche aussi? Parce que dans ce cas-là, c'est un combat en soi aussi. Alors, sur la joute morale, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que c'est une bonne remarque, mais c'est toute une réflexion autre. Moi, je voudrais juste revenir 2 secondes sur le combat, et pour juste parler d'un truc que j'ai fait une fois, et que, en fait, je devrais plus souvent en faire. Je vais vous expliquer la progression de ce truc-là. Une des premières choses c'est un truc qui vient d'autres jeux de rôle, qui est de te dire quand t'as une masse de bonhommes, parfois c'est un peu chiant, surtout, moi je parle vraiment pour les jeux à la DD, hein, ou de compter point de vie par point de vie pour le bonhomme. Et donc Mhm. un des premiers trucs que je fais maintenant souvent, c'est tu prends en fait un sac de points de vie, et quand les points de vie arrivent à un certain niveau de points de vie, bah, il y en a qui tombent. Et peu importe, en fait, tu comptes pas bonhomme par bonhomme. C'est-à-dire qu'en Mhm. gros, si chaque bonhomme a en moyenne 10 points de vie, bah, tous les 10 points de vie, il y en a un qui tombe. Mhm. Et t'es pas en train de dire, ah bah il y en a un qui en a 2, il y en a un qui en a 3, etc. Mhm. Donc voilà. Et avec cette réflexion-là, ensuite, une fois je l'ai fait, en fait, il faudrait que je le fasse plus souvent. Je me suis dit, mais il y a un truc à piquer dans les jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo à la God of War. C'est-à-dire ces jeux vidéo où ton boss, et il est en plusieurs niveaux. C'est-à-dire tu dois d'abord lui couper ses jambes, puis après tu dois monter pour lui machin, puis après... Et donc en fait, si tu commences à considérer que ton affrontement, tu peux le rythmer en disant, ok, mon pool de mobs, que ce soit un mob seul ou un groupe de mobs, hein, c'est pareil, t'as un pool de mobs, t'as 50 points de vie à tomber. Et ben, à 20 points de vie, 30 points de vie et 40 points de vie, il se passe quelque chose de différent. Il y a des Mhm. renforts qui arrivent, le décor s'écroule, il y a des transformations parmi les mecs, et tu changes les enjeux du combat à ce moment-là, et tu pousses les joueurs à essayer de trouver quelque chose de nouveau. Si au début tes zombies, c'est une masse de zombies, tu tapes dedans, ils sont nombreux, donc c'est un truc de masse et tu dois libérer les masses. Tout d'un coup, quand tu arrives à la moitié, et ben là ils commencent à émettre du gaz, et donc tout d'un coup il y a du gaz, du poison tout autour, il y a une sorte de... Donc il faut réagir à ça. Et je l'ai fait une fois moi sur un boss, donc c'est vraiment You want to know my true forms. Mais n'empêche que ça marche. Et je me suis dit que je devrais plus travailler sur des... Justement, pas que sur l'unique boss, mais ça marche aussi sur des groupes où il faut réfléchir dans ton combat. Ça marche quand tu as le temps de travailler. Moi comme j'improvise beaucoup, il y a beaucoup de mes combats qui sont improvisés. Et donc en gros, je crée à la volée des bonhommes. Donc c'est vrai que je me retrouve un peu con parce que j'ai pas le temps de réfléchir à tout ça en amont. Mais c'est quelque chose que je me dis, même quand tu improvises, tu devrais pouvoir, enfin je me le dis même maintenant, hein, je devrais préparer des idées de rebondissement en combat que je pourrais placer. Ah tiens, là il y a une chance qu'ils aient tel truc, et ben quand j'arrive à la moitié des points de vie, il se passe ça. Ou tiens, quand on arrive à un tiers de points de vie, quel que soit l'affrontement, il faut que je fasse quelque chose dans le décor. Et j'improvise. Mais je me dis qu'en faisant ça, j'arriverai peut-être à dynamiser les combats et à les rendre intéressants et que ce soit pas juste un long autoroute sur les X points de vie à tomber avant que ça soit, bah avant il y a des monstres puis après il y en a plus quoi, tu vois. Spatch dans le chat qui dit le problème avec un système de forme, donc ce que tu es en train d'écrire, inventé par un MJ, c'est que les joueurs peuvent être négativement surpris, dans le sens où ils s'attendent à un système clair où les mobs ont un score de PV cohérent. Comment tu gérerais ça? Est-ce que tu annoncerais au préalable que tu vas avoir des combats qui sont un peu entre guillemets freeform ou avec des moments différents, ou tu fais la surprise et tu vois comment ça marche?
Bah, j'avoue que je fais pas souvent, pour avoir la raison que j'expliquais, parce que comme j'improvise Ouais, beaucoup, je balance des affrontements et là, hop, bon. Mais pour les moments où on s'arrête juste avant un combat et le combat est à la tour tu vois, j'ai improvisé, il y a un combat qui tombe, mais c'est à la fin de la session, ça tombe bien, à la saison d'après, j'ai le temps de préparer. Donc là, je pourrais faire mon truc. Je pense que moi, pour répondre à la question, je préviendrai pas. Je ferai le truc et je verrai si les joueurs kiffent. S'ils kiffent pas et qu'ils me le disent vraiment on n'a pas aimé, ben je le fais plus. Je veux dire, t'as le droit de te tromper hein, quand t'es MJ, tu n'as pas besoin d'être. Donc tu dis ok, vous avez pas aimé, ben je le ferai plus. Mais s'ils ont aimé, tant mieux. Au moins je leur ai testé. Peut-être que ce groupe-là a pas aimé, mais t'as gardé cette expérience dans ta tête, tu la sortiras peut-être plus tard. Enfin, tu vois, genre, chaque session doit pas être un 3 étoiles parfait. Il y a des moments où t'as le droit de te tromper. c'est Et cool. les gens ont le Non, droit de non, te dire à la fin, bah non, en fait, j'aime pas ça, tu vois. Genre. ouais, et puis tu fais en conséquence. Aurélien, tu es très beau ce soir, je tenais à te le Ouais, dire. je sais. Et Merci Joe. les smash qu'il met dans le chat. C'est notre MJ à Blade in the Dark, hein. Voilà. D'accord, Un mec bien. un homme de goût, forcément. Forcément. Ok, ouais, Et- effectivement, j'aime bien l'idée des phases, j'aime bien l'idée des PV en fait, des PV de scène finalement. Quand ta scène elle est finie, bah, enfin quand ta scène elle perd des PV, bah, à un moment elle se finit ou elle change, elle évolue quoi. En fait, il y a ça dans Burning Wheel, qui est Ok, un système narratif, mais très crunchy. Enfin, moi, je suis pas un gros fan de Burning Wheel, mais Burning Wheel a ça. C'est-à-dire, en fait, quand tu as une scène, les adversaires n'ont jamais de PV. Il n'y a pas de PV, c'est un PV de scène. Et c'est en gros, bah, à tel moment, la scène, une fois qu'elle est terminée, on voit, en fonction de ce qui est arrivé, les coups qui sont portés sur les joueurs et la conclusion, etc. Il y a un côté un peu, parfois un peu long, je trouve, à gérer. Enfin, bref, j'ai jamais réussi à parfaitement maîtriser Burning Wheel. Mais ça existe par exemple de Burning Wheel pour ceux qui seraient intéressés de fouiller un peu sur des jeux qui ont réfléchi comme un métascore de points de vie pour une scène quoi. ok. Moi j'ai envie de revenir sur un des écueils principaux en fait, je trouve. On parlait système un peu plus tôt. Souvent, dans les jeux dont c'est on va dire, le but principal, je vais prendre D&D, je vais prendre Warhammer, je vais prendre L5R. Souvent, en fait, le système de combat, il est beaucoup plus technique que le reste du système. C'est-à-dire que on va avoir beaucoup plus de phases, on va avoir beaucoup plus d'étapes, on va avoir beaucoup plus. En fait, on va perdre en fluidité, on va perdre en imaginaire, on va perdre en tension dramatique, et on va laisser plus de place au méta et en fait de place aux joueurs, mais en termes mécaniques. Donc le joueur vraiment, le mec qui est derrière la feuille, quoi. Et je trouve que ça ralentit vachement le combat finalement. Parce que bah, tu dois préparer tes actions, tu dois être sûr de ce que tu fais, tu dois vérifier, tu dois faire des maths, etc. etc. Vous le gérez un peu ou comment ça se passe? Parce que moi j'ai quelques techniques évidemment, mais je suis curieux. Est-ce que vous, le système, ça peut être un frein ou est-ce que justement vous vous appuyez dessus pour que ce soit vraiment la plus grande force du jeu par exemple? Bah, juste moi pour répondre, c'est clairement j'ai tendance à essayer de simplifier si effectivement pendant le combat je me rends compte que c'est quelque chose qui complique le jeu. Dans ce cas-là, on va simplifier. On a en 2020 fait du Nox. Nox, on a adoré le système, on a adoré l'univers, mais les combats, on n'arrivait pas à s'en sortir. Donc très vite, dès la deuxième session, on s'est mis à faire un petit peu à notre sauce parce que moi, effectivement, tu pars dans des choses où c'est plus suffisamment intéressant. Tu peux comprendre ceux qui cherchent l'optimisation et qui vont aimer ça, mais nous, en tout cas, ce n'est pas notre cas pour l'ambiance qu'on cherchait. Et donc, c'est là-dessus, les tips, ça va être effectivement de réduire soit en limitant l'initiative, soit en évitant la confrontation, soit en évitant que le MJ ait à lancer les dés. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui vont réduire les combats. Ok. Donc en fait, si je dois, en fait, tu simplifies l'algorithme de combat finalement. Tu vas Mhm, retirer des étapes. L'initiative, boum, elle peut sauter ou on la simplifie. On va par exemple faire en sorte de pas avoir de jet du MJ. mhm, Donc c'est-à-dire qu'on va mettre une opposition fixe et en fonction du score du joueur, bon bah ça marche ou ça marche pas. mhm. Moi, un truc que je fais beaucoup, c'est retirer les allers-retours. Par exemple, un truc qui m'a tué mon plaisir de Warhammer V2, c'est que tu tapais, il se passait rien, le mec tapait, il se passait rien, etc., etc. Donc ça, merci Brigandine, c'est un truc qui m'a fait beaucoup évoluer là-dessus. Donc, et en fait, ben, le jet, il a forcément une conséquence. C'est-à-dire que le joueur, il fait son jet, ça passe, il tape l'ennemi, enfin, il touche et il tape l'ennemi, il fait des dégâts. Ça passe pas, c'est lui qui prend cher en fait. Et en fait, rien que ça, c'est des simplifications qui sont hyper simples, qui vont pas changer fondamentalement la mécanique du jeu, etc. Mais qui vont avoir tendance à, juste, je trouve, dynamiser vachement Bah, le ça passage. dépend pour quel jeu. Peut-être que, enfin, Brigandine, mais sur DD, tu peux pas faire ça. Enfin,
Sur Tu peux DD, pas mettre une difficulté fixe et en fonction de ta si, bien difficulté. sûr, évidemment. Sur DD, tu peux faire que les joueurs jettent les dés et tu mets une difficulté fixe. Mais tu peux pas dire si les joueurs ratent, ils se prennent des coups et s'ils réussissent, ils touchent. Enfin, tu changes complètement l'équilibre du jeu, du machin. Tout le jeu a été fabriqué pour pas tenir comme ça. Enfin, j'ai déjà essayé, hein. J'ai déjà essayé. D'accord. En fait, le problème des jeux où il y a des rangs d'initiative et des à toi, à moi, etc. Le problème, c'est que quand tu rentres dans une logique brigandine, c'est-à-dire que les adversaires ne tapent que quand les joueurs ratent, tu casses cette réflexion-là. Et donc, t'en viens à que si les joueurs réussissent tout le temps, ils perdent jamais de points de vie. Et s'ils ratent tout le temps, ils en perdent trop. Et DD est pas fait pour ça. DD, c'est un jeu pour que tu puisses réussir et que l'autre réussisse aussi. Et donc, malheureusement, tu peux rater, mais l'autre aussi. Et d'entre guillemets, il se passe rien. Mais c'est important de savoir que tu peux mettre une grosse tatane à l'autre, l'autre va t'en coller une, tu vas perdre des points de vie, tu vas le finir, ok, mais tu auras quand même perdu quelque chose à ce moment-là. Et en fait, vous pouvez vous emmener tous les deux à votre limite de points de vie si vous réussissez les uns sur les autres, quoi. Et donc, enfin, bref, et ça marche pas bien quand tu fais du brigandine sur DD. Après, sur Warhammer V2, je sais pas si ça marcherait, mais c'est le problème, en tout cas, de tous les jeux où il y a des rangs d'initiative où on s'attend à ce que les adversaires tapent eux aussi, quoi. Après, ça t'empêche pas d'avoir des scores fixes, hein. Moi, mes dégâts à DD, ils sont fixes, hein. Alors, je ne m'emmerde pas à lancer les dés, quoi. C'est prévu dans le jeu en plus, ça, si j'ai pas de bêtises. Comment? C'est prévu dans le jeu Oui, aussi. oui, non, mais Parce bien que sûr, bien sûr, le DD propose ce genre de choses, même pour t'es pas obligé de jeter les dés tout le temps. c'est bon à savoir parce que moi, c'est un truc, j'avoue, que je fais dans quasiment tous les jeux, les gros jeux. Je sais ce que j'ai fait dans L5, RLV5, etc. C'est que, en fait, j'aime pas avoir des actions mortes, des actions qui mènent à rien. C'est-à-dire, pas taper et que l'autre tape pas, etc. En fait, je trouve que ça fait partie justement des trucs qui peuvent faire perdre vite le rythme. Mais c'est bon à savoir que ça peut ne pas marcher partout, quoi. Encore une raison de plus de ne pas jouer à DD. Non, mais c'est vrai que quand tu as fait du PBTA, où chaque Ouais. jet change l'histoire, il n'y a pas de jet nul, ça n'existe pas. C'est très dur de revenir à DD parce que tu sais, il y a tellement de jets qui servent à rien, entre guillemets, qui font pas avancer beaucoup l'histoire. Il y a des jets qui bloquent même, hein. Ouais, Voilà, mais trouver objet caché, ça. oui, mais, non, mais sans rentrer dans j'essaie de crocheter la porte, je rate, ou ça quand même, j'espère que ceux qui regardent cette chaîne m'auront entendu un nombre de fois incalculable raconter l'anecdote du crochetage de porte et de l'ouverture de porte. Donc, voilà, genre, quand tu rates ton jet d'ouverture de porte, il se passe quelque chose, tu ouvres la porte, mais derrière, il y a des gardes. Ouais, voilà, je l'ai dit une millième une fois. Mais au-delà de ça, dans le combat, c'est compliqué. Parce que quand tu rates, le fait que tu rates, avoir un repos sur l'attrition de tes points de vie, ça fait partie du jeu. Et vouloir absolument faire quelque chose, c'est risquer un déséquilibre, la mort du personnage. Enfin, tu changes des règles dans ce qui est là le plus... Enfin, d'un des trucs du cœur du jeu, quoi. C'est compliqué. Et je suis d'accord, hein, la scène horrible où les joueurs tapent pas fort, mais ont tous des armures de porc et ça dure des plombes. C'est là où, quand t'arrives à ça, t'essaies de faire t'essaies en fait de montrer que les joueurs peuvent faire autre chose et comment tu joues des adversaires qui sont intelligents. C'est-à-dire, quand tu te retrouves face à deux mecs qui sont des grosses armures et qui font bonk, bonk, au bout d'un moment, le MJ il fait ok, regarde, je vais te montrer un truc. Le joueur essaie de te faire tomber par terre. Tu vois, tu peux balayer le mec, tu peux le pousser, tu peux le transporter sur ton épaule jusqu'au sommet de la tour et le balancer. Et donc, une fois que tu l'auras fait 2-3 coups comme ça, le joueur commence à se dire peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose plutôt que taper. Tu vois, Mais c'est peut-être un peu ce que disait Joe justement quand dans le chat, t'allais le dire? Moi non. Non, vas-y. Quand il précisait effectivement que la différence majeure entre les systèmes de jeu axés sur le combat, c'est qu'ils s'éloignent justement des rencontres proposées dans les autres jeux, qu'ils amènent bien souvent plus d'enjeux que simplement tuer des mobs. C'est un peu ça, ça te permet plus d'options, plus de stratégies et plus que juste je tape. Ah mais bien sûr, et puis je pense que DD est parfait pour ça, tu vois, il y a tellement d'options qu'effectivement, tu peux dire autre chose que je tape, tu peux même... je trouve que la multiplicité d'options permet de décrire plus de choses. Quand tu as des coups différents, quand tu as des techniques différentes, des sorts différents, etc., ça peut apporter de la description, etc. Bah, justement, dans DD, pas tant que ça. Dans DD, en fait, t'as pas 12 000 techniques... Justement, tu peux le faire. Bah non, oui, il y a quelques classes de personnages qui vont avoir des techniques à choisir, etc. Les magos vont avoir des choix différents, etc. Mais la majorité du temps, genre tu joues à un barbare,
tape, quoi. Genre, t'as pas de... Si tu veux, dans ce cas-là, et bien sûr, tu peux faire plein de choses, en fait. Il faut. Mais le jeu ne te pousse pas à faire ça. Le jeu, il te pousse à lancer un D20 et à battre la CA de l'autre, quoi. Alors qu'en fait, il y a 12 milliards de trucs que tu pourrais faire et le jeu est capable de l'encaisser. Mais ça, il faut que le MJ en soit conscient. Et il faut qu'il l'apprenne, il faut qu'il le teste, et il faut qu'il enseigne à ses joueurs en montant. Regardez, les mobs sont capables de vous prendre. Genre, il y a un Matt Colville, donc pour le citer, qui est un. Parce que je veux dire, en VO, les shotcasters de DD, il y en a, mais pléthore. Alors, il parle beaucoup de DD, mais il donne des conseils très intéressants. Et Matt Colville, qui est un des papes des conseils sur Donjons et Dragons, il disait un truc assez intéressant. Il disait, moi, quand je regarde les stat blocks des monstres, ça me parle pas. Je trouve qu'ils reflètent pas du tout leur dessin. Et moi, je me base sur les dessins. Je vois un monstre avec une queue préhensible, machin et tout, ou un sort de scorpion, je me dis, j'ai envie qu'il fasse quelque chose avec cette queue, donc il peut attraper, il a des pinces. Moi, je veux qu'il attrape le joueur, je veux qu'il le balance par derrière, etc. Et donc, bah, il improvise des actions, mais que le jeu peut tout à fait... Enfin, il n'y a rien il casse pas le jeu. Il fait une attaque, il vise l'agilité ou la force de l'autre, doit faire des jets de save, il utilise les systèmes de jeu, mais il fait faire à ces monstres autre chose que juste, bah, je tape, j'essaye de passer ta CA pour coller mon 1d6 plus X points de vie dans ta gueule, quoi. Donc, Ok. Il fait un peu un des gros conseils moi, que j'avais beaucoup aimé du guide de Dungeon World en fait. En fait, ton monstre, tu t'en fous de ses stats finalement. Ce qui t'intéresse, c'est à quoi il ressemble, ce qu'il peut faire, etc. Et ok, t'as un dragon, bah ouais, ok, peut-être que ton dragon il a que peu de points de vie, mais finalement ben, il écrase des maisons et t'es pas grand chose pour lui quoi. Donc comment tu vas toucher ce dragon quoi. Un des gros. Moi là où je trouve qu'il y a une grosse cassure dans le rythme, dans les combats, justement, c'est que la durée du combat, la durée du round en fait, elle est très très différente de la durée réelle du jeu. La plupart des jeux en combat, les rounds c'est quoi? C'est 3, 5, 6, 10 secondes. Et en fait quand le joueur joue, on va facilement arriver à la minute, voire aux 2 minutes si le mec est un peu prend son temps et prépare ses trucs et s'organise pas. T'as des moyens pour entre guillemets contrecarrer ça, Aurélien, des trucs, des astuces que tu mets en place, que tu as donné à tes joueurs, je vais dire quoi, des techniques de table finalement, des habitudes de table? Alors, en termes toujours de chrono, je chronomètre pas au round ou quoi que ce soit. J'ai tendance plutôt à avoir une feuille avec le temps que je prévois en demi-heure sur ma partie. Je me dis, au bout d'une demi-heure, on en est là. Et au bout d'une demi-heure, on en est là. Et donc, le combat, il va être dans un de ces créneaux. Donc, dès que je sais que voilà, je me rapproche de la fin, il faut accélérer ou prévoir autre chose. Mais voilà, dans le combat en lui-même, je vais plus essayer d'orienter les joueurs. Si vraiment je vois qu'il y a trop de metagame ou qu'ils réfléchissent trop, voilà, on fait une pause, on s'explique les choses, on essaie de clarifier pour que le combat il puisse se faire bien. Mais il n'y a pas de tips particuliers là-dessus. tu veux dire qu'on peut jouer le chrono contre toi quand t'es MJ? Je suis un MJ gentil, donc des fois oui, mais... Non, mais c'est bon, ça va. Ok. Bah, puisque tu parlais de timer, c'est intéressant, ça fait partie des premiers conseils qu'on m'a donné, c'était pour accélérer, tu timais les joueurs, tu leur donnais 5-10 secondes pour faire des trucs. Et je trouve que c'est une fausse bonne solution. Ça peut marcher de manière sur des joueurs qui sont habitués et que ça va pas bloquer. Mais en fait, nos personnages, enfin, moi je suis pas un barbare quoi quand je joue un barbare. Non, Donc il est possible que j'ai besoin de réfléchir un peu pour savoir ce que le barbare il peut faire. Alors le barbare c'est pas une bonne image parce qu'effectivement il va faire que taper. Mais si je dois jouer un guerrier, si je dois jouer un paladin, un mage ou quoi, je vais avoir besoin de temps pour me mettre à la place du perso et avoir le temps de réfléchir. Une des techniques que j'utilise beaucoup maintenant pour fluidifier un peu tout ça en fait, c'est faire réaliser des actions simultanées aux joueurs. C'est-à-dire que je vais poser la question, par exemple, vous êtes mes deux joueurs. Je dis Matt, bah là t'es face à un gros ogre avec sa grosse massue qui est en train de la balancer vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Puis je vais je vais me tourner vers toi Aurélien et je vais dire bah toi Aurélien tu as un super lézard de la mort qui tue, qui crache du feu en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et donc pendant ce temps-là, bah, Matt il va me dire ce qu'il fait. Il va me dire bah par exemple moi j'utilise Wingardium Leviosa pour prendre sa grosse massue et lui balancer sur la tronche. Aurélien, tu vas me dire bah moi je vais sauter sur sur l'espèce de gros lézard parce que quand je suis sur son dos il peut pas me toucher. Le joueur lance ses dés, on annonce ce qui se passe, etc. Et en fait en ayant une succession d'actions qui va mettre un rythme aussi et qui va mettre une sorte d'attente de la part du joueur parce qu'il va lancer son dé, l'autre joueur il va annoncer ce qui se passe, etc. Et en fait il y a cette petite attente qui se crée et en fait ça met une tension
dans le combat et sur le joueur qui est pas désagréable, sans être en plus un truc où ça presse de fou. Parce que si le joueur il met un peu de temps à me répondre, bah c'est pas grave, je passe à un autre joueur et puis on voit un peu ce qui se passe, quoi. La répartition de temps de parole, oui, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que le système il t'aide à faire ça. Ce que tu viens de me décrire, c'est très bien. Moi, je le tenterai à fond dans un PBTA, mais à Donjons et Dragons, jamais aucun joueur se dirait qu'il peut faire ça. Alors qu'il pourrait, encore une fois, le système peut lui permettre de faire ça. Mais naturellement, il va se dire, je suis à combien de mètres du truc? Si je saute, ça me coûte combien de points de mouvement? Est-ce que je peux vraiment arriver sur son truc? Non, c'est pas possible, il y a une grosse serre, après je suis mort. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des systèmes qui, si le MJ ne montre pas aux joueurs qu'en gros, tu as décidé de jouer Donjons et Dragons de manière beaucoup plus, tu vois, KPP. Ce qui est possible, encore une fois, le DD ne va pas se casser si tu fais ça, mais il va falloir que tu montes bien dans ta scène justement de présentation du monde, qu'on peut y aller à fond, quoi. Et parce que si tu joues à By the Book, Donjons et Dragons, ce que tu viens de me décrire, le joueur va pas penser le faire naturellement, quoi. Ok. Mais Axel, est-ce que tu joues à du Donjons et Dragons? Exactement, encore une autre bonne raison de ne pas jouer à Donjons et Dragons. Mais oui et non, parce que moi je parle de Donjons et Dragons, je reviens toujours à ça, parce que c'est quand même le papa des jeux de rôle, et ça a influencé tellement d'autres jeux de rôle qui se sont basés sur ça. Et il y a plein de jeux qui se veulent. Moi, combien de fois j'ai lu des jeux qui disent oui, on veut faire des combats dynamiques, rapides, etc. Et ils sont encore martelés par des concepts de DD, d'initiative, de rang, de machin, et qui marchent pas toujours très bien, et qui sont lents, et qui te donnent pas des conseils comme donner des enjeux dans votre combat, faut que ce soit pas juste tuer l'adversaire, comment vous pouvez thématiser vos choses, enfin, tous ces trucs-là. Je suis sûr qu'avec plein de systèmes de jeu, on peut faire ça, mais le système pur et dur, très souvent, on revient à du jeu de figurines. Et si tu traites un jeu de figurines comme un jeu de figurines, j'ai joué à des jeux de figurines, des jeux de combat, d'escarmouches. Dans un jeu de combat d'escarmouches, ce qui t'intéresse, c'est les échecs avec des dés, quoi. Combien de cases, combien de dégâts, où est-ce que je me place. Et il y a rarement des gens qui vont commencer à imaginer, qui vont sortir des règles qui se leur sont données. Je peux bouger de 6 cases. Si je suis derrière, j'ai des avantages dans le 2. Et mais si je passe à côté, j'ai une attaque d'opportunité. Des trucs en gros de jeux de figurines, quoi. De toute façon, je pense que si tu veux un jeu où le combat va vite, il faut pas que ce soit un jeu qui soit forcément axé sur la tactique. Et dans ce cas-là, il faut pas que ton système soit détaillé à fond. Parce que si ton système est détaillé à fond, et ben si tu as initiative pour chaque round, si tu as 12 actions par joueur, etc., forcément ton combat il va être plus lent si tu joues by the book en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment savoir comment tu veux créer ton jeu, quelles sont les priorités à la création de ton jeu. Est-ce que c'est le combat? Oui. Ok. Est-ce que je veux qu'il soit tactique? Non. Bah, je veux pas mettre 12 000 options, je veux qu'il soit tactique. Oui, ok, je vais pouvoir détailler action par action, contre-action, action, réaction, initiative, etc. Et en ce cas-là, en fait, effectivement, ton système guide ta manière de jouer. Mais comme je le dis, moi je vais pas jouer à D&D si j'ai pas envie de faire du combat. C'est fait et c'est vrai que c'est un peu antinomique. J'ai pas envie de jouer à un jeu de figurines plateau si je ne veux pas faire du combat, quoi. Donc choisissez bien vos systèmes de jeu pour faire du combat. C'est sûr. Mais je reviens donc à ce que j'ai éludé tout à l'heure, les combats sociaux. Bah oui. Parce que pour moi, c'est la martingale des jeux de rôle. Plein de jeux de rôle le proposent, DD le propose, d'autres jeux disent vous pouvez lancer des dés pour le truc. Et l'écrasante majorité des jeux de rôle, des joueurs de jeux de rôle, tu leur proposes un combat social, c'est comment? Mais c'est le moment où on fait du RP. Qu'est-ce que tu racontes? Et donc, je veux dire, j'ai jamais réussi à faire jouer des règles de combat Enfin, oui, tu fais un jet à la fin de ton social pour valider ou pas, pour est-ce que le baratin marche, etc. Mais j'ai vu des jeux de rôle qui proposaient vraiment des rounds, des échanges, oui, mais si je l'insulte, j'attaque ces points de calme ici. Si je suis doucement, mais voilà, il peut me contrer avec ça. Enfin, des vrais trucs stratégiques de combat, de trucs. Et j'ai jamais réussi à jouer à ça. Et je serais curieux de savoir si vous avez réussi et comment ça s'est passé, quoi. Alors, vas-y, Axel. Je reprends juste page. Le trône de fer propose des combats d'étiquette et ça fonctionne super bien. Bah, je suis grave d'accord pour avoir testé. C'est ce que j'allais dire. Alors, la mécanique est un poil lourde à certains moments et c'est simplifiable, mais ça marche super bien parce que justement, en fait, le combat, et en plus, il est rythmé par des phases qui sont hyper précises et du coup, ça s'enchaîne, quoi. Donc, des exemples, parce que là, tu me dis ça, mais je te crois pas.
Je te laisse à donner un exemple, Aurélien, vu que je t'ai volé Ah, la parole merci. sur Tinder. Non, ça fait trop longtemps pour que je me rappelle exactement. Mais l'idée, effectivement, c'était d'avoir des avantages avec le temps que tu veux mettre à consacrer à cette attaque. Est-ce que c'est juste une confrontation directe avec la personne, ou est-ce que c'est si je me rappelle bien, hein, si c'est du social sur du plus long terme. Derrière, tu choisis ton type d'attaque, de savoir si tu vas de front ou si c'est plus de la manigance, ce genre de choses. Et effectivement, tu avais des jets derrière par rapport à tout ça. Et c'était vraiment intéressant d'avoir dans une même famille, effectivement, tu as ton joueur chevalier et ton joueur conspirateur. Et les deux vont pouvoir faire des combats. C'est juste que c'est pas du tout les mêmes types de combats, mais les deux sont super intéressants. Ouais, tout à fait. Mais, ouais, vas-y. Un des trucs que j'avais beaucoup aimé justement sur le Trône de Fer, c'était en fait ta relation avec le PNJ, ou le PJ hein, en l'occurrence, était importante pour les techniques que tu voulais utiliser, leur efficacité. C'est-à-dire que énerver quelqu'un que tu détestais, c'était pas. Je simplifie, mais c'était très facile, c'était simplifié pour le système, et par contre, énerver quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie beaucoup, c'était plus compliqué. Mais à l'inverse, par exemple, essayer d'acheter quelqu'un qui te déteste, ou essayer de lui faire du charme, et ben c'était beaucoup plus compliqué. Donc il y avait toute une mécanique comme ça en fait de jauge en fait de jauge d'état et d'avis sur les personnages, et ça fonctionnait hyper bien. Un autre combat qui fait ça, enfin un autre jeu pardon, qui essaie de mécaniser ça beaucoup, c'est L5R, la V5 notamment, où il y a toute une phase sur les intrigues, etc. C'est très intéressant, en fait, ça ressemble, c'est point pour point, c'est un combat. Donc c'est-à-dire que tu as les mêmes, enfin t'as comme en combat physique, tu as des stats, tu essaies d'attaquer, tu te défends, etc., etc. Là où je te rejoins, Matt, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui aiment ça. Et Mm. ça fait partie de mes grandes bagarres. Alors pas forcément de dire on fait du combat social, etc. Mais beaucoup de MJ et beaucoup de joueurs attendent à ce que le joueur RP son courtisan comme un dingue. Et ça passe ou pas en fonction de la qualité de la prestation, je mets des guillemets. Et c'est un truc que je déteste. Parce que comme je disais, en fait, moi je suis pas un guerrier, mais je suis pas non plus un courtisan, quoi. Mm. Moi je suis pas capable d'avoir la pensée d'un courtisan de L5R, je suis pas capable d'être aussi intelligent si je veux jouer un génie. Je vais avoir besoin de m'appuyer sur mes jets de dés pour avoir des plans et faire des trucs. Parce que clairement, moi je peux pas réfléchir à des trucs de dingue. Et c'est pareil pour le RP, pour le combat social en fait. Il faut se reposer sur la mécanique, il faut se reposer sur les jets. Et je pense que c'est hyper important que le personnage il soit caractérisé mathématiquement ou en tout cas avec à l'aide du système pour le RP quoi. Mais justement, quand on parle de rythme, Ouais. le truc, c'est que d'un point de vue réel, c'est difficile de se lever de sa place, de prendre une épée, même en mousse, et de la coller dans la tête du MJ pour dire j'ai gagné le combat. Alors que s'échanger des mots, c'est quelque chose de plus facile et de plus naturel. Je pense que déjà, c'est pour ça qu'on s'attend à ce que les gens s'échangent des dialogues quand ils parlent et qu'ils n'aient pas besoin de lancer des deux. Mais pour l'histoire du rythme, quand tu veux faire un truc social, quand tu me le dis, ça me semble, je fais l'avocat du diable, je vais en rajouter des couches, mais c'est le but de la discussion, mais j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose où je dis une phrase, attends, je lance le dé, je vérifie que les curseurs se sont bien déplacés aux bons endroits, etc. Très bien, bon, il va te répondre une autre phrase. Et est-ce qu'on ne devient pas dans quelque chose de très macro, de très distanciel, où il n'y a plus vraiment d'émotion ou de roleplay? Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de très gamifié? Je me demande. Parce que c'est la peur, comme on se dit, mais c'est tellement plus facile de justement de roleplay mon courtisan et que ça va venir tout seul et après on joue juste un petit dé pour saupoudrer ça à la fin. Rentrer dans un truc hyper gamifié, est-ce que justement ça casse pas le rythme? Bah, Alors moi, je vais juste intervenir par rapport à ça, juste en faisant une comparaison. On parle combat ou roleplay, voilà, pour une joute, mais un système de JDR qui s'emploie à ça pour autre chose, genre du COPS pour de l'enquête, c'est un peu pareil. Est-ce que tous les joueurs doivent avoir un esprit de déduction de ouf, ou est-ce qu'ils peuvent lancer des dés juste pour résoudre une enquête? C'est pareil pour un combat narratif ou pour un combat physique où tu vas te dire, bah là, je fais une estoc, une parade, je glisse, je machin. Ça dépend des joueurs, ça dépend de ce que tu vas amener à table, mais ton RP, lui, il va être guidé un petit peu par ce qui est joué. Si jamais tu dis, ok, je fais que du RP, je fais juste un petit jet derrière, bah si ton jet derrière, c'est un échec critique, c'est dommage que tu aies fait un super bon RP derrière. Et à l'inverse, si tu fais que des phases de petites stratégies, de dire, alors je fais avec du Game of Thrones telle et telle action, je lance tel et tel dé pour faire du social, bah tu peux aussi pimenter ça avec un petit peu de RP
RP qui assaisonne le tout. Et je pense qu'il faut arriver à trouver le juste milieu en fonction aussi de ce qu'attendent les joueurs. Tu peux trouver un juste milieu avec... je te donne une note. Oui, 2 sur 20. Non, mais c'est... Quand tu vas faire ton RP, ADD par exemple, je reprends à chaque fois toujours le système hyper simple, je suis sûr qu'il y a des jeux qui détaillent plus que ça, mais si son RP est cool, ou ça pas obligatoirement de faire de l'acteur studio, mais aussi son argumentation tient la route, même s'il le fait avec un ton monocorde et pas un RP de foufou, mais que son argumentation tient la route et qu'elle a l'intelligence, elle fait sens, hop, il a l'avantage. Donc même s'il n'a pas obligatoirement un jet de foufou en social, il a peut-être que plus 2 en discussion et pas plus 8 comme le bard du groupe, bah, il a quand même l'avantage parce que son argument faisait mouche, et donc j'ai récupéré son RP au sens large du terme, parce que le RP c'est pas que l'acteur studio, c'est aussi... ça fait partie du player skill, parce que là on entend justement parler entre qu'est-ce qu'on fait entre player skill et mécanique de son avatar personnage joueur. Il y a des mécaniques de bonus de dés, quoi, tout simplement. Je trouve que son argument est bon. Hop, et en fait, techniquement, un rétro-pédalant, ça pourrait, pour moi, d'après moi, s'adapter au combat. Et c'est-à-dire, c'est une super bonne idée, c'est une bonne tactique, tiens, je te donne l'avantage. Et techniquement, à DD ou les jeux plus classiques comme ça, on peut le faire. Et en fait, élever vos joueurs à inventer des trucs et vous leur donner des bonus après, quoi. Mais ça se fait très peu en combat. Enfin, de manière classique, tu vois peu de MJ dire ah ok, t'as une putain d'idée, ok, tu prends l'avantage ou tu prends un bonus, tu vois. Mais moi, si, je suis pour que. Mais moi, je trouve que on le voit. Enfin, moi, en tout cas, en AP, on va dire en AP classique, je l'ai je l'ai jamais vu, quoi. Et je suis assez d'accord, c'est hyper important. Moi, en fait, je suis pour remettre le RP et le combat un peu au même niveau. En général, maintenant, le RP, je fais lancer les dés. Et le joueur, il va être cadré ou par son jet de dés. C'est-à-dire que tu rates, ok, tu peux avoir des arguments, mais à un moment donné, boum, ça va pas plaire au mec en face. Ou inversement, où il y a un truc qui se passe, où tu te fais renverser, tu t'humilies, etc. Mais je suis grave pour l'inverse en fait. Ok, mais on level up, enfin, on va chercher, on va élever par le haut les deux. Ok, quand tu RP, si t'as des bonnes idées, et je parle de bonnes idées parce que j'aime bien ce que tu dis, Matt. Je veux pas que de l'acteur studio parce que ça pénalise vachement les joueurs un peu timides ou qu'osent pas forcément intervenir. Et ça, c'est hyper compliqué à gérer. C'est-à-dire que, mais tu récompenser les bonnes idées ou les idées que tu trouves intéressantes, marrantes, dans le ton de la scène, etc. Let's go. Mais mais qu'il faut le faire pour le combat et pour le RP. Et je trouve qu'on a tendance à plus facilement récompenser le RP du joueur, que le combat. Mais que mécaniquement il y a plus de possibilités en combat souvent, malheureusement. Ouais, je réagissais juste parce que moi j'ai commencé JDR avec les classiques et très vite j'ai adoré Z-Corps, je me suis mis à fond dessus et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Z-Corps, c'est les points de coronesse. C'est quand un joueur fait quelque chose qui est trop bien, aussi bien RP que dans l'action de classe ou autre, tu donnes un point de coronesse et c'est un bonus qu'il peut avoir soit pour une action, soit pour augmenter de l'XP. Et derrière ça, j'ai gardé cette logique dans d'autres jeux de rôle quand j'y pense, quand ça vient. Et j'ai retrouvé ça là, j'ai découvert cette année, c'est Gobelin qui s'en dédie, un tout petit jeu de rôle vraiment très sympa où pareil, c'est vachement on motive les joueurs justement à s'impliquer plus, à amener des idées, ce genre de choses, en leur donnant des points qui peuvent être des crasses pour le MJ plus tard. Et voilà, c'est des choses qui motivent. Alors certains vont dire c'est une carotte, voilà, bon, mais d'un autre côté, est-ce que ça permet pas d'avoir un RP un RP ou un jeu plus qualitatif? Moi j'aime beaucoup l'idée. J'ai très envie de lire Z-Corp du coup depuis qu'on a commencé à discuter. Mais c'est une idée qui me plaît bien, ouais. Soit tu récompenses les bonnes idées et en fait le joueur va choisir comment il l'utilise. Soit pour améliorer son système, soit pour améliorer son bonhomme un peu plus tard, quoi. Et donc, juste pour revenir, vas-y, non, je finis par rapport aux jeux de rôle qui sont plus orientés sur l'affrontement verbal plutôt que le combat. Je vais faire un peu de pub pour Freepon de Étienne Barre, qui est un JDR que j'ai adoré, où effectivement le but c'est d'essayer d'éviter le combat. Et alors t'as pas effectivement la stratégie à Game of Thrones de faire, est-ce que tu vas faire plus du social en intrigue ou ce genre de choses, c'est au choix des joueurs. Mais l'intérêt c'est vraiment d'essayer de réfléchir à comment t'en sortir sans combat, avec des dialogues ou ce genre de choses. Et ça j'ai adoré. Donc, ouais. pour essayer de recentrer vers une fin potentielle, parce que là on est arrivé en fait sur jouons avec l'affrontement au sens large du terme, alors qu'on partait aussi sur le rythme.
Hein, c'est l'affrontement social, le combat, etc. Mais oui, donc le rythme. En gros, ce que j'ai l'impression d'entendre en résumant un peu tout ce qui a été dit, c'est que, en fait, souvent, pourquoi le combat te fait chier, Axel, quand tu disais ça, c'est que souvent, tu as l'impression que sur une autoroute, il ne se passe toujours que la même chose. Et effectivement, la mécanique, je tape, je retire des points de vie, il tape, retire des points de vie, il y a un côté hyper répétitif. Et je pense que ce serait la même chose si on faisait un truc social et c'est est-ce que je peux rentrer? Non. Je peux pas rentrer? Non. Mais je voudrais vraiment rentrer? Non. Et tu vois, et ce serait tout aussi chiant et on ah putain, je déteste les trucs sociaux. Tu vois? Et je pense que, en fait, j'imagine que même si un combat dure 2 heures, si tu arrives à avoir un MJ qui te donne justement, peut-être avec des mécaniques à tous les X points de vie, il se passe quelque chose de différent, où il a prévu des rebondissements, des choses comme ça, les enjeux sont autres que juste péter la gueule de l'autre. Et donc, en gros, tu crées des enjeux, tu crées des rebondissements, autant que quand tu fais autre chose que du combat, je pense que tout peut passer. Et en fait, mettre du rythme, c'est pas que pour le combat, c'est parce que je pense qu'on peut être hyper chiant avec de l'exploration, hyper chiant avec de l'enquête, j'arrive pas à ouvrir la porte. Hyper chiant avec des... j'ai pas trouvé le bon indice. Hyper chiant avec du combat. Et je pense que si le MJ réfléchit à des outils pour rythmer n'importe quelle action dans le jeu de rôle, il y a moyen que tout soit déjà un peu mieux. Pas obligatoirement parfait, on peut toujours progresser, mais un peu mieux, quoi. Totalement d'accord. Je sais pas si on a donné assez d'outils ce soir pour aider tous les MJ, mais du monde, mais... Mais ouais, du coup, il y a plein de choses à dynamiser. Et comme on disait, parce qu'on on est sur le rythme, mais pas que sur le rythme en combat, vous pouvez dynamiser toutes vos parties ou toutes vos différentes sections de parties, que ce soit le RP, que ce soit l'enquête, etc. On fera peut-être un truc sur l'enquête un peu plus tard sur la chaîne. Mais il faut réfléchir en fait à ce que vous voulez prioriser, que ce soit sur une partie, que ce soit dans votre jeu. Faut, je pense, réfléchir bien en amont aux objectifs et se mettre d'accord avec la table en fait. Et pas hésiter quand on n'a pas envie ce soir de faire des combats de 2 heures, alors que d'habitude ça fait partie des kiffs de le dire, tu vois. Dire ouais, ce soir j'aimerais bien qu'on soit un peu plus RP ou qu'on accélère un peu le combat parce que là on se fait chier. Et même en cours de combat, je pense que c'est peut être important de le dire quand on s'ennuie ou quand on se dit ouais là 1 heure et demie ça commence à être un peu longuet, on n'a pas tombé le premier ennemi, va peut-être falloir faire autre chose quoi. Salut Tite Estelle. Bref, j'avais dit que je frapperais pas dessus, c'est pas bien. Genre moi j'ai un conseil sur l'exploration par exemple, tu vois, où l'exploration techniquement pour quand tu vas dans de l'OSR ou donc même du DD ou etc, t'as une table souvent de génération de rencontres aléatoires. Donc c'est un truc qui normalement est là pour dynamiser les rencontres justement, pour avoir des surprises, des choses qui changent, etc. Et pour l'avoir pas mal fait sur du X-Crawl, c'est-à-dire des trucs où tu visites des X, au bout d'un moment, il commence à y avoir un truc répétitif. Tous les jours, je lance le dé pour savoir s'il y a une rencontre. Ah, il y a une rencontre, je regarde dans les trucs. Ah, je dois mettre en scène la rencontre, etc. Et en fait, jouer comme ça, je me suis rendu compte que ça marchait moyennement. Et en fait, un des meilleurs trucs à faire, c'est, sans vraiment savoir sur quoi tu vas tomber, tu tires des trucs sur ton truc de rencontre, 2-3 rencontres, tu t'essaies d'imaginer des trucs cool avec un marchand, mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Oh, cette idée, elle me plaît. Tu la mets dans ta besace de MJ et tu la sors, pas obligatoirement, mais elle est là. Et tu as toujours 2-3 idées de rencontres dans ton voyage que tu peux sortir du truc à des moments où tu trouves ça cool et où la surprise va être intéressante, etc. Et ça évite de devoir, en fait, au moment où tu tires sur ta table pour avoir une surprise dans le jeu et donc rythmer ton jeu, bah parfois tu te trouves un peu con, putain, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et donc, même si ça vaut pas le coup pour moi de préparer pendant 15 000 ans tous les voyages, etc., de se nourrir de petites idées comme ça. Ah, tiens, ce marchand-là que j'ai vu dans telle série, il est rigolo, c'est une bonne idée. Hop, je la mets dans ma tête et puis je la note sur un papier et je la ressors. Et pour moi, en fait, utiliser des tables qui, donc, normalement, permettent de rebondir et de rythmer, en fait, c'est plus des aides de préparation que tu fais au début, vite fait, même avant la séance. Tu vois, tu as 10 minutes, tu regardes, hop, oh, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de le placer. Et tu arrives à le glisser dans ton histoire, et parce que comme tu l'auras un peu réfléchi et préparé, bah, tu vas pouvoir y mettre le petit surplus d'intérêt, de rebondissement que tu n'aurais pas obligatoirement quand tu es dans de l'impro pur et dur sur le moment avec ton outil de tableau, quoi. Voilà. C'était mon conseil de fin. Le conseil de fin. Je vais te remercier Aurélien d'être venu nous voir. C'est la première fois que tu venais. C'était super cool, c'était super intéressant. Ouais, j'ai très envie d'essayer Z-Corp, donc tu as réussi une première mission. Yeah.
Je suis sûr de ne plus vouloir jouer à D&D, ça c'est sûr. Non, c'est pas ça. Mais bref, c'était vraiment très très cool. Merci. Merci aux personnes qui étaient dans le chat. Vous étiez nombreux ce soir, c'était très cool. Ouais. On a pu rebondir sur vos bêtises. Alors moi j'ai beaucoup rebondi à l'écrit, mais merci Seb, merci Olshad, merci Spage, merci Cortex, merci à qui j'en rate forcément, mais merci à tous, c'était super cool. Et puis bah, évidemment je fais ma réclame de fin de vidéo, mais si ça vous a plu, bon déjà n'hésitez pas à aller voir un peu la chaîne de la Rollisterie parce que c'est très chouette, mais à mettre un petit pouce bleu, mettre un partager, venir nous rejoindre pour discuter parce que en fait c'est super cool. Moi j'adore ce qu'on fait sur Scandal Issues parce que bah, justement on discute vachement de jeux de rôle, de ce qu'on pense, etc. Et ça amène des super émissions par la suite quoi. D'ailleurs, Il y a en plein de parlant choses nouvelles qui arrivent. voilà, de super émissions à la suite, on a des petites idées en tête. Et entre autres, j'aimerais bien qu'on lance une création commune. Ouais. On va commencer avec, je pense, un petit village. Ouais. Et ce serait bien qu'on soit au moins 4, plus du public. Et qu'en gros, en une soirée, on se dit, tiens, on va créer un village. Et on crée une sorte de village clé en main pour que n'importe qui puisse le prendre et l'emmener dans sa campagne. Alors, plutôt mettre fan, hein, parce que bon, faut pas déconner. Et si ça fonctionne, bah après, peut-être qu'on pourrait faire des villes, des bateaux, j'en sais rien, moi, des régions complètes, mais déjà voir comment ça fonctionne avec les invités et les gens sur le chat. Si on pourrait pas créer justement un élément clé en main à mettre dans vos campagnes. Donc, si ça vous intéresse, faites-nous des commentaires sur le sujet. Carrément, et puis bon, moi je vas-y, mon gros projet de cette année, mais bon, faut que je m'installe et que je récupère la fibre, parce que je suis encore entre deux appartements, enfin deux lieux d'habitation. C'est la création de JDR, je n'ai pas oublié ça, et je pense que ça peut être très chouette. Ensemble, sur pas forcément les mêmes JDR, mais sur des JDR différents, et se émuler en fait au niveau de la création, quoi. En gros, travailler le côté factory. Exactement, on va s'axer vraiment là-dessus sur cette année, je pense que c'est un peu notre objectif. Eh ben, à bientôt. Bah, c'est tout. Ciao, à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Salut.